Merci beaucoup pour cette invitation. Alain, un grand merci au Collège de France, aux organisateurs de la journée. C'est vraiment un privilège d'intervenir dans ce cadre. Je vais mettre à l'épreuve votre patience et peut-être aussi votre résistance en proposant une troisième, voire même une quatrième variation sur le thème du De Signis. Quand je verrai 4 ou 5 personnes défaillir dans la salle, je m'arrêterai. 4, d'accord. Le langage est la chose la plus quotidienne de toutes. Il faut être un philosophe pour être amené à s'en occuper. Ce mot de Friedrich Nietzsche exprime une profonde vérité, non pas tant à propos du langage que de la philosophie. Les philosophes, et donc la philosophie, se distinguent en effet par cette irrépressible et exaspérante faculté de soumettre inlassablement le quotidien à la question, par leur géniale incapacité à prendre les choses comme elles se présentent et peut-être comme elles sont. De tout temps, le langage a été une proie facile et farouche de la manie des philosophes. Facile et farouche, pour la même raison d'ailleurs, il n'y a pas de langage hors de la philosophie. Et il n'y a pas de philosophie plutôt hors du langage. Et de tout temps, il semble que les penseurs qui ont mis les outils de la philosophie au service de l'élucidation du langage ont déployé leurs réflexions à partir et autour d'une même question fondamentale dont on peut suivre les métamorphoses à travers les âges, les lieux, les cultures et les langues. Cette question, c'est celle de savoir ce que signifier veut dire. Le héros de cet après-midi, enfant terrible et néanmoins franciscain de la philosophie du XIIIe siècle, est une figure majeure de l'un des moments saillants de la longue histoire que je viens d'évoquer, et le De Signis, l'un des chefs-d'œuvre indiscutables de la philosophie du langage médiéval. Comme l'indique son titre, le De Signis parle des signes. Et la question dont il part est précisément celle-ci: qu'est-ce que, pour une chose donnée, que d'être un signe? Ou encore, qu'est-ce que signifier? Le premier élément de réponse que donne Bacon consiste à dire que le signe appartient à la catégorie de la relation. Signum est in predicamento relationis. Loin d'être un mantra scolastique de plus, cette thèse est riche d'implications philosophiques, et c'est à leur explicitation qu'Irène, Constantino, Frédéric Goubier et moi-même travaillons depuis un certain temps. Mon exposé comprend 3 parties, que faute de mieux, j'ai intitulé l'horizon métaphysique pour la première partie, la libération sémantique pour la deuxième partie et le réseau dialectique pour la troisième. Dans la première, je m'aventurerai sur le terrain de l'ontologie en tentant de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une relation pour Bacon ?» Dans la deuxième, je reviendrai sur quelques-unes des implications de l'hypothèse de lecture du De Signis qui a été l'objet des 2 premières communications de cet après-midi. Et dans la troisième partie, je comparerai la sémantique baconienne à celle de quelques figures majeures de la fin du XIIIe siècle, Pierre de Jean Aulieu, Olivi, pour faire court, Simon de Faversham et Jean Dunscott. Première partie donc, l'horizon métaphysique. Qu'est-ce qu'une relation pour Bacon? Repartons, for a change, des premiers mots du traité. Signum est in predicamento relationis. Cette phrase est une allusion transparente au chapitre 7 des catégories sur les relatifs, prosti, relativa. Pour les médiévaux, comme pour Aristote d'ailleurs, les relations ne sont pas des entités qui existent entre 2 entités. La relation n'est pas un prédicat polyadique. Dans l'horizon de l'aristotélisme, tout accident inère dans une substance, et la relation, qui est l'une des 9 catégories de l'accident, n'échappe pas à cette règle. Une relation n'est pas quelque chose qui existe entre 2 choses, mais dans une substance, et là, comme tout accident, un esse in. Pour le dire autrement, les 3 termes de la formule chère à Russell, A, R, B, ne reflètent pas fidèlement la structure du réel. Pour les médiévaux, comme pour Aristote, il n'y a rien qui, à l'instar du R de A, R, B, existe entre le A et le B. Bref, les relations aristotélico-médiévales sont des prédicats monadiques. Toutefois, la relation, contrairement aux autres accidents, pointe vers un terme. Selon la terminologie médiévale, elle a, en plus de l'esse in, un esse ad. Elle forme dès lors une catégorie accidentelle particulière, la catégorie de la relation. Cela dit, les relations ainsi conçues peuvent s'entendre de 2 manières. Soit la relation est prise ontologiquement au sérieux, et il s'agit d'une entité réelle,
soit la relation n'est pas prise ontologiquement au sérieux et elle est réductible à d'autres entités réelles, typiquement des qualités. Quelle est la position de Bacon, étant donné ce panorama systématique? Dans la section de ses questions sur la métaphysique, consacrée à la relation, on lit plusieurs développements remarquables dont on peut tirer les éléments suivants. D'abord, Bacon est un anti-réductionniste en matière de relation. En effet, pour lui, toute relation est un ens, une res vera, quelque chose qui existe de plein droit. Ainsi, une relation comme la paternité existant en un père est une disposition réelle de cette substance et en tant que telle, une véritable chose, dispositio substantiae res vera. Toutefois, la relation est une chose au sens le plus faible parmi les étangs catégoriels. Res debilissima inter omnes res predicamentales, à tel point qu'elle est considérée, dit Bacon, comme un étang intermédiaire entre les choses véritables et les étangs de raison, medium inter res veras et res intentionis et rationis, quelque chose d'intermédiaire entre ces deux domaines. Dans ce contexte, Bacon précise un point qui va s'avérer capital pour la compréhension de sa sémantique. Le degré minimal de réalité que possède la relation, en tant que res debilissima, tient au fait qu'il s'agit d'une chose produite par la raison dans les choses naturelles, res rationis qui est in rebus naturalibus in aliquo ente diminuto. Par exemple, l'affirmation et la négation, les notions de sujet et de prédicat. Voilà autant de relations produites par la raison et néanmoins fondées dans les choses naturelles, en l'occurrence les sons vocaux. Et ideo, je cite ce petit passage, mais je reviendrai sur ce texte plus tard, et ideo potest relatio esse res rationis fundata suprarem nature. On voit ici s'articuler les trois domaines de l'étang que reconnaît Bacon. Le domaine de ce qui existe par soi, les substances, le domaine de ce qui existe dans l'esprit, les actes mentaux, les species et autres habitus, et le domaine de ce qui n'existe qu'en autre chose, typiquement celui des accidents et parmi eux les relations. Voilà pour un petit panorama métaphysico-ontologique. Maintenant, la libération sémantique. Je vais expliquer ce que j'entends par là, évidemment. Depuis son édition en 1978 par Margaret Friedborg, Lauge Nielsen et Jan Pinborg, le De Signis a principalement retenu l'attention des commentateurs pour deux thèses centrales. D'une part, l'appartenance du signe à la catégorie de la relation. De l'autre, une conception dynamique de l'imposition des noms, cet acte par lequel est expliqué le caractère arbitraire du langage, c'est-à-dire la relation non naturelle ou non nécessaire du mot à la chose qu'il signifie. Plus précisément, Bacon affirme que l'imposition n'est pas seulement un acte originaire instituant historiquement et une fois pour toutes le lien entre un son vocal donné et un signifié, mais l'imposition est également un acte qui se pratique, pour ainsi dire, dans le feu de l'action langagière, et qui plus est, parfois, à l'insu même des locuteurs. Comme les femmes et les hommes sexuellement libérés de 68, les termes baconiens de 1267 sont sémantiquement volages, puisque le geste central du De Signis fait sauter les liens indissolubles de l'impositio vocum ad significandum. Voilà pour la libération sémantique. Mais les usagers du langage ne tombent pas pour autant dans l'anarchie, puisque des rapports entre choses, rapports qui existent bien entendu indépendamment du langage, des rapports entre choses guident des locuteurs, en principe parfaitement libres, dans leur renouvellement de la signification. Un cas d'école de ce que Bacon appelle la libertas conciliata ratione, la liberté conseillée par la raison. Revenons à ces deux thèses centrales du De Signis. Appelons la première thèse, celle de l'appartenance du signe à la catégorie de la relation, appelons cette première thèse TR pour thèse du caractère relationnel du signe. Et appelons la seconde thèse, celle de la conception dynamique de l'imposition des noms, TL, pour thèse de la libération sémantique. Une question qu'en vient à se poser tout lecteur attentif du De Signis est alors celle de la relation.
entre ces deux thèses, TR et TL? Y a-t-il quelque chose comme une articulation théorique entre le caractère relationnel du signe, tel que le conçoit Bacon, TR, et la thèse de la réimposition constante des mots par les locuteurs, TL? Et si oui, comment s'articulent ces deux thèses? Ma conviction est qu'une telle articulation existe, et je vais prendre quelques minutes maintenant pour essayer de vous expliquer les raisons de cette conviction. Reprenons nos deux relations introduites au début de cet après-midi. R1, la relation d'un signe à son récepteur, et R2, la relation d'un signe à une chose signifiée. Et souvenons-nous également de la priorité de R1 sur R2, la première étant qualifiée de plus essentielle que la seconde. Une idée que j'ai tenté de formuler en disant la chose suivante: rien n'est signe de quelque chose sans être toujours et en premier lieu signe pour quelqu'un. Cet être signe pour doit s'entendre en deux sens. Être signe pour le récepteur, mais aussi signe pour le locuteur. Locuteur qui est aussi, et c'est le cœur de TL, un impositeur. L'imposition, nous dit Bacon, existe sous deux formes. L'une est un acte public, analogue au baptême des enfants, et se pratique vocalitaire. Les noms sont imposés aux choses expressis verbis, comme les prénoms sont donnés aux baptisés. L'autre forme de l'imposition est privée, furtive, pratiquement contemporaine de l'acte même d'énonciation, et elle n'a lieu qu'apud animam, à savoir dans l'esprit du locuteur. Alors j'ai des textes, il faut juste que j'arrive à les faire peut-être comme ça. Oui, voilà. Alors c'est un passage tiré. Alors on va voir c'est vers la fin du De Signis, peut-être 160 et quelques. La référence est donnée à la fin du paragraphe. On peut se demander s'il existe un double mode d'imposition, comme on l'a dit, et il faut répondre que oui. L'un est donc la matière d'imposer sous la forme d'une imposition exprimée vocalement, vocalitaire expressa, et assignée à une chose, comme les noms sont imposés aux enfants et aux autres choses. Il y a toutefois une autre manière d'imposer qui se produit seulement en l'intellect, considérant l'étant ou le non-étant dont il veut énoncer quelque chose, ou qu'il veut énoncer d'autres choses, et de la sorte, il impose un nom. Que cela soit possible est manifeste, puisque l'imposition est conventionnelle. Par suite, selon ce qui lui plaît, l'homme peut donner dans son esprit un son vocal à une chose, ou alternativement exprimer l'imposition vocalement. On voit bien que ce sont simplement deux formes du même type d'acte. L'un est simplement tacite et l'autre explicite. De même, nous voyons qu'une infinité de mots est transposée de cette façon. Quand un homme voit pour la première fois l'image peinte d'un homme, jamais il ne s'exprime par une imposition vocale, comme lorsque l'on donne un nom aux enfants, de sorte que l'image soit appelée homme. Donc il ne baptise pas, il ne dit pas « je baptise cette image homme ». Alors que fait-il? Il transpose le nom d'homme à la peinture, en parlant. Et il utilise ce nom, il parle, en signifiant par lui la peinture et en énonçant ce nom homme à propos d'elle. Et nous agissons ainsi toute la journée et renouvelons les signifiés des mots sous la forme d'imposition exprimée vocalement, sans la forme d'imposition exprimée vocalement, comme celle par laquelle un nom est donné aux enfants. Excusez-moi, c'est un peu acrobatique entre l'ordinateur et les feuilles. Alors, comment comprendre exactement en quoi consiste, non pas l'imposition, mais la réimposition privée, qui, la plupart du temps, passe inaperçue, même pour celui qui la réalise? La seule manière de comprendre cela consiste, à mon sens, à poser que, contrairement à l'imposition vocalitaire expressa, qui fait appel à la sphère du métalangage, j'appelle ceci de tel nom, par exemple, ceci amphithéâtre, l'imposition apud animam, ou réimposition tacite, ne nécessite aucun détour par le métalangage, fût-il mental, mais se fait par ostension, non pas de la chose que l'on entend signifier, mais de l'usage du mot que l'on est en train de prononcer. C'est une ostension d'usage, d'un usage. Bref, si imposer, au sens premier, expressis verbis,
équivaut à établir une signification, à savoir un certain rapport entre un mot et une chose, réimposer au sens second, apud animam, c'est signifier au sens de faire signe, signum facere. Je vais faire maintenant un petit détour vers le passé pour vous lire un extrait d'un passage d'un texte anonyme du XIIe siècle, le Tractatus de Proprietatibus Sermonum, édité par De Reich dans la deuxième partie du deuxième tome de la Logica Modernorum, passage qu'il vaut la peine de lire in extenso et qui a d'ailleurs été étudié et commenté par Irène dans son livre La parole comme acte. Non, je suis beaucoup tout. Alors, texte 2 donc. Voyons maintenant comment signifier, donc ce verbe signifier, on retombe un peu sur des questions que Costantino a évoquées tout à l'heure, se dit d'un son vocal et comment il se dit d'un locuteur, utens, un usager du langage. Étant donné que nous pouvons parler de ces deux manières, puisqu'à la fois le son vocal signifie les choses et que nous les signifions par le biais des sons vocaux. Or, il semble, comme on a l'habitude de le dire, que signifier dit d'un son vocal et d'un locuteur ne soit pas la même chose. On dit la même chose de la percussion, l'action de frapper, puisque la percussion du bâton et celle de l'homme frappant est la même, mais attendez, ça saute comme ça. Mais celle... Pardon, comment est-ce qu'on fait pour... Excusez-moi, mais ici... Non. Bon. Ça, c'est quand on est... Je vais simplement vous lire ça sur la feuille. Ce sera plus simple. À moins que j'arrive à remonter là. Voilà, pardon. Pourquoi ça? Bon. Je ne comprends pas pourquoi ça saute de deux. Alors. Excusez-moi, mais donc. Il saute de pas. Bon. Alors, je vais vous lire ça ici, ce sera plus simple. Alors, puisque la percussion du bâton et celle de l'homme frappant est la même, mais celle du bâton est par accident et comme dans un instrument, alors que celle de celui qui se sert de l'instrument est propre à celui qui se sert de l'instrument. De même, il semble qu'il faille dire, alors voilà maintenant l'exploitation de l'analogie sur le plan sémantique, un tel signifie une chose par le biais d'un son vocal, à savoir, il se sert d'un signe et d'une marque, nota, il se sert d'un signe et d'une marque d'une chose avec l'intention de faire signe à propos d'une chose, cum intentione faciendi signum de re. Ce passage du Tractatus de Proprietatibus Sermonum fait intervenir la notion clé d'usage instrumental des sons vocaux par le biais de l'analogie signification-percussion. Le mot est au locuteur ce que le bâton est au frappeur. De même que l'on frappe avec un bâton, on fait signe avec un son vocal. On trouve d'ailleurs chez Bacon, non pas dans le De Signis, mais dans la Summa de Sophismatibus et Distinctionibus, un passage tout à fait frappant de parallélisme. De même que l'homme ou l'âme est l'agent principal dans l'opération de négation, le mot non, et le mot non l'instrument, de même celui qui frappe est l'agent principal de l'acte de frapper et le bâton l'instrument. De même, l'homme ou l'âme est l'agent principal dans la distribution du sujet et omnis, le quantificateur universel, l'instrument. Certes, Bacon ne parle ici que de mots tout à fait particuliers, les 5 catégorèmes, comme la négation, non, ou le quantificateur universel, omnis, que l'on qualifiait précisément en raison de ce que l'on peut faire avec des dictiones officiales. On les qualifiait de dictiones officiales. Il y a toutefois des indices dans le De Signis et ailleurs qui permettent de penser que la thèse est généralisable à l'ensemble des mots. Donc pas seulement valable pour les 5 catégorèmes, mais pour l'ensemble des mots. La validité du modèle de l'usage instrumental des sons vocaux par le locuteur s'étend au-delà du précaré des 5 catégorèmes. Alors quels sont ces indices? Dans le De Signis d'abord,
La thèse TL, thèse de la libération sémantique, en est la preuve, pour ainsi dire, vivante, puisque la réimposition dans l'interlocution elle-même n'est rien d'autre que le faire signe dont parlait le Tractatus de Proprietatibus Sermonum, en l'associant, lui, explicitement à l'usage instrumental du bâton. Quels indices extérieurs au De Signis peut-on faire valoir ? Il me semble qu'un passage des questions sur la métaphysique auquel je me suis référé il y a un instant fournit au moins un début de réponse. Voici le passage en question, verbatim cette fois, et cette fois je veux aussi que vous puissiez le lire. 4. Alors on va voir si on arrivera jusqu'au bout ou pas. Donc la question à laquelle répond Bacon ici dans le texte 4 est celle-ci. La relation est-elle un étant de première ou de seconde intention ? Autrement dit, la relation est-elle un étant qui existe indépendamment de l'activité de l'intellect, auquel cas il s'agit d'un étant de première intention, comme ce à quoi renvoie le terme être humain, homo ou animal, ou s'agit-il au contraire de quelque chose qui dépend existentiellement des actes de l'intellect, auquel cas il s'agit d'un étant de seconde intention. Voilà la réponse que donne Bacon, c'est le texte 4. Solution. Tout ce qui est une disposition de la substance est une véritable chose, res vera. Or, un père est une substance parce que la paternité est une disposition de la substance. C'est pourquoi une relation est une certaine nature et une certaine chose véritable. Et cela est clair. Je ne suis pas sûr que l'argumentation soit vraiment excellente ici, mais en tout cas, on a les thèses. Car la relation est une véritable chose et non pas une chose de raison, res rationis. Je dis pourtant qu'il s'agit de la chose au sens le plus faible parmi toutes les choses tombant sous l'une des catégories, inter omnes res predicamentales. Et j'affirme que la relation est intermédiaire, medium, entre les choses véritables et les choses de l'esprit, res intentionis, et qu'elle n'appartient ni à celle-ci ni à celle-là. Et de nombreuses choses, de raison et d'artifice, multa rationis et artificii, tombent sous l'une des catégories, sunt in predicamento, à tout le moins celles qui sont produites à partir de choses naturelles, ille que sunt ex rebus naturalibus. Pourquoi ça fait ça ? Car il y a certaines relations, je continue la lecture de cette citation tronquée, car il y a certaines relations qui sont l'œuvre de la raison et de l'artifice, mais qui sont pourtant causées par la nature et sont faites à partir de choses naturelles, comme l'est par exemple une maison. Mais il y a d'autres choses de raison, res rationis, qui ne sont pas produites à partir de choses naturelles, mais existent dans les choses naturelles et y ont un certain être diminué, sunt in rebus naturalibus in aliquo ente diminuto. Ainsi sont fondés dans le son vocal l'affirmation et la négation, le sujet et le prédicat. Dans quelle mesure ces éléments extrinsèques et intrinsèques au De Signis permettent-ils de répondre à notre question qui, je le rappelle, est celle-ci, y a-t-il quelque chose comme une articulation théorique entre le caractère relationnel du signe, tel que le conçoit Bacon, et la thèse de la réimposition constante des mots par les locuteurs ? Autrement dit, quelle est la relation, s'il y en a une, entre les deux thèses centrales du De Signis, à savoir TR, la thèse du caractère relationnel du signe, et TL, la thèse dite de la libération sémantique ? Voici la réponse que je souhaite soumettre à votre appréciation. Il y a une articulation théorique entre TR et TL, et elle consiste précisément en ceci. La relation de signification est une chose de seconde intention fondée sur une chose de première intention, les sons vocaux, lorsque ceux-ci sont utilisés comme instruments de communication. Le fait de se servir d'un certain son vocal comme instrument communicationnel produit littéralement en lui une véritable chose, vera res, de seconde intention, la signification, ou la relation de signification. Cette chose est produite par la raison, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire le principe de l'action langagière du locuteur. C'est en vertu de ce qui se passe dans sa raison que le locuteur parle, qu'il agit. Mais elle est aussi produite pour la raison, c'est-à-dire l'intellect du destinataire. Alors c'est peut-être un peu rapide, je n'ai manifestement pas le temps d'entrer dans les détails, mais je suppose que nous allons discuter de cela dans un instant. Troisième partie de mon exposé, le réseau dialectique.
Alors, étant donné l'heure déjà avancée, mais aussi la densité de certaines des idées baconiennes que nous nous sommes efforcés d'identifier et d'expliquer jusqu'ici, la troisième et dernière partie de mon exposé ne peut être que précisément ciblée et relativement superficielle. Afin d'aller directement au cœur de la question qui nous intéresse ici, je propose d'agencer la comparaison de Bacon, Olivi, Faversham et Scott autour des solutions qu'il donne à l'un des problèmes clés de la sémantique non seulement médiévale, mais de la sémantique tout court, à savoir celle de la nature, à savoir, quel est ce problème, de quelle nature est le signifié des expressions linguistiques. Qu'est-ce qui est signifié par une expression linguistique? Et je vais me limiter ici aux expressions simples, comme les noms, laissant délibérément de côté la délicate mais fascinante question de la sémantique des propositions et des expressions complexes. Le caractère central, voire classique de cette question est attesté par ce qu'en dit Bacon lui-même, qui la qualifie de non modica contentio inter viros famosos, ce qui, sous la plume plus sobre de Duns Scott, devient une magna altercatio. Mais en tout cas, c'était un problème âprement débattu à l'époque. Alors d'abord, Roger Bacon. Quelle est sa position? Selon un diagnostic posé par Umberto Eco il y a 25 ans, Bacon règle son compte à ce que l'on a pris l'habitude d'appeler le triangle sémantique d'Aristote. Il le fait en rejetant une idée héritée directement de Boès et fondée dans la lettre même du texte aristotélicien, l'idée que la signification des choses par les mots est médiatisée par les concepts voces, significant res, mediantibus, conceptibus, une position que défend par exemple Thomas d'Aquin dans son propre commentaire au Péri-Herménéas, mais bien entendu, il n'est pas le seul. Au modèle de la médiation des concepts, Bacon oppose celui de la signification directe des choses par les mots. Magnifique. Texte 5. Quand l'imposition a été faite seulement à une chose existant hors de l'âme, par exemple à Socrate, à Platon ou à n'importe quoi d'autre, de sorte que ce même son vocal n'a pas été imposé à une similitude, species, existant dans l'âme, on observe un désaccord profond entre certains hommes renommés. Celui qui examine attentivement la chose ne doutera pas qu'une fois l'imposition faite seulement à une chose existant hors de l'âme, il est impossible que le son vocal, en tant que signe de la chose donnée par l'âme et signifiant à plaisir, signifie la similitude mentale de cette chose, puisque le son vocal significatif à plaisir ne signifie que par imposition et par institution. Il signifie ce à quoi il a été imposé, et c'est tout. Or, nous avons admis par hypothèse que le son vocal a été imposé seulement à la chose hors de l'âme, et non pas à une similitude mentale. En d'autres termes, Bacon, contre Thomas d'Aquin et beaucoup d'autres, est un apôtre de la signification directe des choses par les mots. Par ailleurs, et conformément au principe de la liberté sémantique, Bacon ne pose aucune contrainte sur la nature du signifié des mots. Un mot signifie très exactement ce à quoi il est imposé, et cela peut être littéralement n'importe quoi. Le point essentiel, et nous allons voir que c'est aussi ce qui le différencie de Bacon, Faversham et ce qui différencie Bacon d'Olivi, Faversham et Scott, le point essentiel est que Bacon refuse catégoriquement qu'un nom puisse signifier de manière univoque quelque chose de présent, de passé et de futur. De telles variations temporelles du signifié donnent automatiquement lieu à des réimpositions tacites et sont donc des cas d'équivocation. C'est en ce sens précis que Bacon prend position dans les débats autour de la question de savoir si les noms peuvent perdre leur signification et pose, contre ce qu'il appelle la masse des ignorants, que les mots peuvent évidemment perdre leur signification. C'est ce que vous avez dans le texte 6. Certains entendent montrer que cette proposition est vraie, homo est animal nullo homine existente, et que César est un homme alors que celui-ci n'existe pas. Il est capital de se demander ici si un terme signifiant quelque chose d'affirmatif et de positif peut signifier de manière univoque quelque chose de commun à l'étant et au non-étant, à savoir quelque chose de commun au passé, au futur et au présent, ce qui revient à se demander si un tel terme peut signifier de manière univoque et en une unique signification quelque chose qui serait abstrait de telles choses passées, présentes et futures. Car cette erreur a d'ores et déjà contaminé les études.
Or, nous avons ici un autre problème à portée de main. C'est un peu un patchwork de différents passages pertinents pour la question. Ce n'est pas la lecture continue du texte de Bacon. Nous avons ici un autre problème devant nous, à portée de main, celui de la continuité de la signification d'un mot, autrement dit, la question de savoir si une marque, nota, reste nécessairement un mot significatif après avoir été imposé en vue de signifier. Et le reste, donc si elle reste un signe significatif, de telle sorte qu'elle ne peut devenir une marque non significative, comme le pense la masse des ignorants. Lu à la lumière de la thèse de la libération sémantique, on voit le sens que prend cette affirmation. Il ne s'agit pas d'une perte sémantique sèche, donc la perte de la signification ne s'agit pas d'une perte de signification tout court, mais bien du passage d'un signifié à un autre, ce que Bacon appelle la renovatio de la signification. Alors peut-être rapidement encore, mais ce sera très rapide, un mot sur les autres auteurs. Olivi d'abord. Alors ce sont des textes tirés de ces questions logiques, Questiones Logicales 1 et 4. Alors, je ne vais peut-être pas lire, quoique celui-ci, oui, pardon. Donc, question que soulève Olivi, question 4, dans ces questions de logique. Les noms signifient-ils, premièrement, et de manière plus principale, les choses ou des concepts des choses? Réponse d'Olivi. Il faut répondre que la signification des noms ou des sons vocaux est double. L'une est naturelle et l'autre est instituée selon le seul bon plaisir des hommes. Et selon cette dernière, les sons vocaux signifient en premier lieu des choses en vue de la signification desquelles ils ont été institués. On a ici un accord assez parfait avec Bacon. En ce sens, ce nom « homme » signifie en premier lieu la chose qu'est un homme, car l'intention des hommes vise, intendit, par le biais de ce nom « homme », de manière plus directe et principale la chose qu'est un homme, plus directe et principale que n'importe quoi d'autre. Un autre, donc là on a un accord entre Olivi et Bacon. Mais dans une autre question logique, la première question, Olivi soulève le problème suivant. An nomen significet praesentia praeterita et futura. Un nom signifie-t-il des choses présentes, passées et futures? On est de plein pied dans la problématique sur laquelle nous avons quitté Bacon. Alors je ne lis pas l'intégralité du texte 8, mais je vous donne simplement le passage qui me semble le plus pertinent, puisque là nous avons un désaccord entre Bacon et Olivi, c'est les 5 ou 6 dernières lignes du texte, car un nom qui signifie une chose de cette manière ne la signifie pas de lui-même en tant que présente ou passée ou encore future, mais seulement de manière absolue, dans la mesure où elle est indifférente à ces 3 temps, et en tant qu'elle se rapporte de manière commune à l'étant et au non-étant. Exactement, disons, l'opposé précis de la thèse de Bacon. Donc d'un côté, on a, sur le plan de la question, y a-t-il signification directe ou médiatisée? Un accord, semble-t-il du moins, et un désaccord sur la nature du signifié, puisque cette qualification, le signifié pris de manière absolue, permet quelque chose qui est explicitement interdit par Bacon, à savoir la signification univoque par un même terme de quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Alors c'est un peu à la manière de la mosaïque, je vais un peu vite, mais voilà, il s'agit de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Simon de Faversham. Quelques commentaires à propos de la question 5 qu'il consacre au Péri-Herménéas d'Aristote. Question 5, dans laquelle il se demande pourquoi le philosophe dit que les sons vocaux sont les marques des passions qui sont dans l'âme. C'est une question générale. C'est pourquoi l'on se demande, question plus précise, si les mots signifient les choses existantes hors de l'âme ou les passions des choses dans l'âme. Alors il y a un assez long développement que je vous épargne pour arriver plus loin dans le texte. Voilà, c'est la première ligne. Mais on peut s'interroger à propos des noms de première imposition et se demander s'ils signifient des choses hors de l'âme. Je dis,
Pardon, alors ça doit être un sujet singulier. On peut s'interroger à propos, bon, c'est une erreur de traduction, pardon, et se demander si un nom de première imposition signifie des choses hors de l'âme. Je dis qu'il signifie de véritables choses, res, veras, et cela est évident, puisque signifier, c'est constituer une intellection, ou un concept, significare est intellectum constituere. C'est pourquoi un son vocal signifie ce dont il constitue l'intellection. Donc ici aussi, on a quelque chose qui ressemble à ce que dit Bacon. On impose le mot à quelque chose, et c'est exactement ce à quoi on a imposé le mot qui est signifié, et pas quelque chose d'autre. Alors ici, un argument, mais ce son vocal... c'est pourquoi un son vocal signifie ce dont il constitue l'intellection ou le concept. Mais ce son vocal « homme » constitue l'intellection d'une certaine chose existant hors de l'âme, et ne constitue pas l'intellection de l'intellection d'une chose, car si tel était le cas, alors on ne pourrait affirmer avec vérité d'un homme un prédicat réel comme courir. En effet, cette proposition est fausse, un homme intelligé court. Genre d'argument typique qu'on retrouve dans la littérature, dans la discussion. Un petit peu plus bas dans le texte, à la hauteur du curseur ici, il faut toutefois prendre note, alors voilà un point qui fait écho à ce qu'on avait avant chez Olivier, il faut toutefois prendre note que les sons vocaux ne signifient pas les choses selon qu'elles existent en dehors de l'âme, ni selon qu'elles existent dans l'âme, mais les sons vocaux signifient les choses de manière absolue, de nouveau, cette idée, et par rapport à ce qui est de manière absolue, absolute et quantum ad id quod est absolute. Abstraction faite de tout accident, comme on le voit dans le cas du nom homme. Donc ici aussi, on a cette idée du signifié soumis à une certaine contrainte, exprimée aussi bien par Olivier que par Faversham, par l'adverbe absolute pris de manière absolue, ce qui veut dire en fait abstraction faite des déterminations temporelles, abstraction faite des déterminations accidentelles. Encore un petit peu plus bas dans le texte. Quatre lignes avant la fin. Néanmoins, une chose ne peut être signifiée par un son vocal, elle ne peut être imposée à quelque chose à moins qu'elle n'ait été auparavant intelligée par l'intellect. Nous disons que les sons vocaux sont les marques des passions de l'âme, c'est-à-dire des choses intelligées, non pas parce qu'elles signifient ces dernières en tant que telles, mais parce que les sons vocaux ne peuvent signifier les choses à moins que celles-ci n'aient été auparavant intelligées. Donc c'est une configuration un peu parallèle à celle qu'on a trouvée chez Olivier. On n'a certainement pas ici une théorie de la médiation de la signification par les concepts, et on a aussi l'idée que le signifié est soumis à une certaine contrainte, à savoir celle d'être pris absolument. Dernier, est-ce que j'ai le temps de traiter de Scott ou on passe? Oui. Alors, dernière figure dans cet exercice comparatif, Jean Duns Scott. Alors d'abord, comment Duns Scott conçoit-il la relation de signification, ou plus généralement, que veut dire signifier selon Duns Scott? Alors, voilà, c'est de grosses questions qui nécessitent des réponses beaucoup plus fines que celles que je vais donner. Je vous lis un texte que je n'arrive pas à faire apparaître à l'écran, je suis désolé. C'est un texte tiré de la première série des questions que Duns Scott consacre au Péri-Herménéas, question 3, numéro 5. Signifier, dit Scott, présuppose l'intellection en ce sens que tout signifié est intelligé au préalable, sans quoi un son vocal ne lui serait pas imposé. Alors ici, c'est important de noter qu'on n'est pas dans l'explication de ce qui se passe lorsqu'on utilise un mot et qu'il signifie une chose. On est, si vous voulez, à l'autre bout du processus, on est en train de se demander quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour qu'on arrive à la situation où on a un mot qui signifie une chose. Donc il y a deux directions d'analyse, une qui va vers la constitution de la partie du discours, la création d'une dictio, d'un son vocal pourvu d'une signification, et une autre qui part de là et qui s'interroge sur que se passe-t-il lorsqu'on a quelque chose comme une dictio et que ça fonctionne sémantiquement. C'est une distinction méthodologique, si on veut, que Brentano, juste pour le mentionner rapidement, je crois que c'est lui qui l'a introduite, que Brentano a introduite sous les termes de
perspective génétique, quand on explique la genèse de quelque chose, on étudie le processus qui conduit à l'objet d'étude, et perspective descriptive, lorsqu'on fait abstraction de l'histoire, de la préhistoire de ce que l'on étudie, mais qu'on s'intéresse simplement au fonctionnement, aux lois et à la description de ces lois. Alors, signifier présuppose l'intellection en ce sens que tout signifié est intelligé au préalable, sans quoi un son vocal ne lui serait pas imposé. Mais après qu'elle a été imposée, elle peut signifier ainsi ce à quoi elle a été imposée, et ce, bien qu'elle ne soit intelligée par personne. Alors ici, on a la thèse de l'indépendance de la signification par rapport à l'autre, par rapport à autrui. Il y a une sorte de constantia significati, si vous voulez. Un mot imposé conserve sa signification, indépendamment de son contexte de perception ou de réception. Un autre passage assez remarquable de Scott, même question, numéro 3 cette fois, on répondra à la question qu'après une modification intervenant au niveau de l'existence de la chose, donc si la chose signifiée disparaît, elle n'existe plus, il ne se produit pas une modification correspondante au niveau de la signification. Alors la signification persiste indépendamment des variations d'existence ou de non-existence au niveau du monde, du domaine des choses. Et en voici la cause, suite de la citation. La chose, en effet, n'est pas signifiée en tant qu'elle existe, la signification est indifférente, mais en tant qu'elle est intelligée. Donc on a ici une conception mentaliste, si on veut, intellectualiste, du terme de la relation de signification, qui a comme effet bénéfique, mais pas gratuit, philosophiquement, de détacher la notion de signifier, avec un accent aigu, de celle d'existant. Que signifie un nom? Voilà une autre question importante dans le débat, et à laquelle Scott apporte différentes réponses. Et je crois que je vais passer sur ce point, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous savez sans doute, donc c'est des choses qui ne sont pas originales, je vais passer. Il y a une tension dans l'œuvre de Scott, puisque dans l'Ordinatio, on trouve la thèse que les mots signifient à proprement parler une chose. Donc on dit voilà, Scott est un apôtre de la signification directe des choses par les mots, alors que dans ces questions sur le Peri-Herménéas, qui sont antérieures, on voit que la chose est beaucoup plus compliquée, et il semble qu'il ait changé d'avis entre les questions sur le Peri-Herménéas et l'Ordinatio, puisque dans ces questions sur le Peri-Herménéas, il exclut, comme étant très improbable, la thèse que les mots signifient les choses full stop. Mais il défend la thèse, alors c'est là que c'est intéressant, que les mots signifient des choses oui, mais pas des choses tout court, des choses ut intelliguntur en tant qu'elles sont intelligées. C'est la confirmation de cette position mentaliste. Que conclure de tout cela? Je n'ai pas de thèse philosophique fracassante à vous proposer. Ce que j'ai fait ici, c'est plutôt rassembler des fragments d'une mosaïque. Il appartiendra à des études futures d'en faire émerger une gestalt philosophico-historique, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je crois que oui, je crois que c'est possible. Et j'aimerais simplement ajouter, alors je ne vais pas terminer sur cette remarque un peu aporétique et fumeuse, il y a, je crois, quelque chose qui se dessine à partir de ce que j'ai dit, c'est peut-être l'amorce de la gestalt en question, quelque chose qui se dessine autour du rapport entre le caractère relationnel du signe, la signification est une relation, et le caractère instrumental des mots. Donc quelque chose qui se dessine autour de ça. Caractère relationnel de la signification est une relation, caractère instrumental des mots, les mots sont des instruments. Par suite, la clé de la sémantique de Bacon se situe peut-être hors de la philosophie du langage, paradoxalement, ou du moins dans un domaine commun, dans un domaine qui serait commun à la philosophie du langage et à celle de l'action. Je vous remercie.